Justement pour donner à ces jeunes-là, cette jeune génération-là, les outils pour dire, bon, ben, on regarde en avant, on se prend en main, on trouve des solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Je pense que vous êtes un peu au courant. Bon, l'éducation, l'instruction dans les communautés, c'est très moyen. Bon, les jeunes n'ont pas des livres culturellement adaptés. Puis c'est sûr que, bon, s'ils vont à l'école, ils vont avoir un certain désintérêt s'ils ne retrouvent pas un peu leur culture à l'école. Donc déjà là, puis bon, un peu n'importe qui peut être professeur sur les communautés, puis ça c'est un problème. Si on veut donner les outils aux Autochtones de pouvoir sortir de la communauté, puis pouvoir pas subir ce gros choc culturel-là, d'être mieux outillé pour poursuivre les études postsecondaires, il faut aller à la base. Mais je sais que ça crée des problèmes quand par exemple, bon, les CRI, ils ont une commission scolaire. Donc quand la commission scolaire CRI met un holà, par exemple, sur l'engagement de professeurs non qualifiés, ils se font recevoir avec une brique et un fanal dans les communautés parce que les gens disent « Ah, c'est raciste, vous voulez pas de professeurs CRI, vous voulez juste des Blancs. » Comment faire pour... Parce que, bon, la volonté de la commission scolaire, c'est que les enfants aient droit à des professeurs qualifiés, donc qui aient leur bac, puis leur permis d'enseigner. Mais on comprend que les CRI veulent aussi que les enfants reçoivent leur enseignement de professeur CRI. Comme on est comme dans un piège, là. Qu'est-ce qu'on fait? Puis ça ramène un peu au problème de, comme j'en parlais tantôt, il y a une certaine pression sociale dans les communautés, de quand tu quittes ta communauté, c'est que tu quittes pour de bon. Donc, il faut vraiment casser ça. Il faut vraiment entreprendre un dialogue entre les nations parce que on peut pas avoir peur l'un de l'autre toujours parce que ça va créer des problèmes des deux côtés. Puis, il faut permettre aux jeunes autochtones qui veulent sortir de la communauté pour aller recevoir l'éducation. Il faut les encourager. Ça, c'est quelque chose qui manque dans les communautés. Puis encore là, si on sort de la communauté, chez les CRI, il y a quelque chose qui s'appelle la clause de 10 ans. Si on est 10 ans en dehors du territoire, ben là, on n'a plus accès à rien, Chris Cooper ne veut plus nous financer. Donc, les embûches viennent vraiment de partout. Ah ouais, vraiment... faudrait faciliter, puis c'est dur en plus pour les... Moi, je suis très active en politique, puisque c'est ce que j'encourage, en fait, l'accessibilité à l'éducation dans les régions. On régionalise l'économie, on régionalise l'éducation autour de Québec et de Montréal. Puis ça, c'est un problème aussi dans les syndicats, on essaie de ramener tout dans les grandes villes, puis on oublie carrément les régions. Puis les études postsecondaires en région, ça ne profite pas juste aux Autochtones, ça profite aussi aux Allochtones qui vivent en région. Donc, ça profitait à tous les Québécois. Et on n'a pas de service en région, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est problématique au Québec. Ouais. Qu'on dirait qu'on s'en fout complètement avec le gouvernement. Toi, tu es engagé en politique. Moi, je vais te dire, je veux qu'on parle du mouvement Idle No More un petit peu, dans lequel tu es impliqué. Mais j'aimerais, avant que tu répondes à une question que je me pose, moi, je vais vous faire un aveu public, cher public. J'ai été très longtemps et très farouchement indépendantiste. J'ai voté oui au référendum de 95, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand on a perdu, tout ça. En 80, j'étais trop jeune pour voter, mais je militais avec mon petit macaron pareil à l'école secondaire. Bon. Et puis, il y a une quinzaine d'années, un peu plus de 15 ans, ben, je suis entrée en contact de plus en plus intime avec les communautés autochtones. Puis j'ai compris bien les affaires. Et puis j'ai cessé d'être souverainiste. Je me souviens d'avoir eu une conversation avec notre député Alexandre Cloutier il y a plusieurs années de ça, qui voulait me vendre une carte de parti. Puis j'avais dit non. J'avais dit tant que ton parti ne proposera pas un projet de pays qui inclut les Autochtones, tant que je n'aurai pas la perspective de faire ce pays-là avec les Autochtones, je peux plus être souverainiste, je ne peux pas être indépendantiste. Mais toi, Maïté, tu es indépendantiste. Mais comment ça se fait? Comment ça se peut? Tu vas peut-être me... Ben, en fait, même moi, maintenant, je ne fais plus de politique partisane parce qu'il y a un certain discours que j'essayais de marteler
puis qu'on n'acceptait pas tellement. Puis j'ai réalisé que le projet souverainiste, on l'associe beaucoup à des partis, mais en fait, le projet souverainiste, c'est un projet de société, ça part des citoyens. Puis, bon, j'ai décidé de militer un peu plus dans cet aspect-là. Mais il y a quelque chose qui me choque profondément, c'est la loi sur les Indiens, qui est une loi qui est préhistorique en passant, qui date de 1896, si je ne me trompe. 1876. C'est ça. Puis, qu'on a amendé une seule fois en 96 d'ailleurs. Puis, cette loi-là qui a créé tellement de problèmes, bon, de nous avoir tassés dans des réserves, les conseils de bande, maintenant, s'il y a beaucoup de népotisme dans les communautés, c'est un peu à cause de ça. Puis, le népotisme, c'est de faire rentrer ses petits amis dans les postes clés d'un gouvernement. Donc, c'est toujours les mêmes familles, souvent qui se ramassent dans les conseils. Puis, bon, c'est eux qui reçoivent les transferts d'argent. Puis, bon, on distribue pas comme on est supposé de distribuer. Donc, moi, en fait, puis même si le gouvernement, bon, Justin Trudeau, il se dit l'ami des Autochtones, encore une fois, mais Justin Trudeau, ça n'a jamais été question d'abolir la loi sur les Indiens, ou bien de moins d'amorcer une transition, parce qu'on ne peut pas sortir de ça du jour au lendemain. Non, on ne peut pas l'abolir carrément. D'abord, c'est compliqué parce qu'elle est enchâssée dans la Constitution. Pour ouvrir la Constitution, bonne chance. Il faut que les 10 provinces et les 3 territoires soient d'accord. On est mal parti. Je ne suis pas sûre que la Saskatchewan va dire oui. Ben, c'est ça. Mais puis, d'un autre côté, ben, cette loi-là, c'est actuellement le seul texte qui atteste de votre existence juridique. Juridiquement, là, le seul texte, c'est la loi sur les Indiens qui vous octroie une existence. Donc, si on l'abolit, vous n'existez plus, vous êtes mal pris. Mais au moins d'amorcer une démarche pour sortir, parce que la loi sur les Indiens, c'est une loi qui est quand même assez épouvantable. On va donner des petits exemples. Par exemple... L'article 20. L'article 20 qui dit qu'un Indien, parce que c'est toujours Indien, c'est même pas un autochtone, c'est même pas... Non, c'est un Indien. Un Indien n'a pas le droit de posséder un terrain ou une maison sur une communauté. Donc, tout ce qui est sur la communauté, en fait, appartient au ministre. Et je ne sais pas si vous vous le rappelez, mais il n'y a pas si longtemps que ça, notre ministre des Affaires autochtones, c'était Bernard Valcourt. En fait, ça appartient à la couronne. Oui, puis en fait, selon l'article 64, si un testament dépasse un certain montant, puis que ça ne profite pas à toute la communauté, le ministre a le droit de changer le testament. Oui, tu ne peux pas léguer à qui tu veux, ce que tu veux. Si tu es capable d'avoir quelques biens, tu ne peux pas léguer. Ça prend la signature du ministre. Exactement. Maintenant, il y a des articles absurdes. Là. Celui aussi, selon lequel tu ne peux pas prendre un objet sur le territoire de la communauté, genre une roche ou de la terre, puis le sortir. Tu n'as pas le droit de sortir quoi que ce soit, un arbre, de la terre, une roche, sans la permission du ministre. Ben, je cite, là, tous les Indiens jugés mentalement incapables sont sous la tutelle du ministre. Donc, si tu es jugé mentalement incapable, ta famille n'a aucune espèce de droit de décider qu'est-ce qu'elle fait avec toi. Exactement. Puis moi, admettons qu'il y aurait quelqu'un dans ma famille qui serait dit jugé mentalement incapable, qui aurait été sous la tutelle de Bernard Valcourt, je me serais profondément inquiétée beaucoup. Ouais, je serais. Bon, alors, OK. Alors, trouver une façon de faire une transition, ce serait une solution, en fait, pour améliorer les conditions de vie dans les communautés. Exactement. Ce serait de revoir cette loi-là, en fait, de la remplacer par autre chose qui ressemblerait à quoi? Ben, en fait, c'est vraiment de donner une certaine souveraineté sur les territoires. Pour ça, moi, bon, de la manière que je vois un peu la souveraineté du Québec, c'est d'en faire le Québec des 12. Donc les 11 nations, les 10 nations autochtones, les Inuits et les Québécois. Bon, encore là, j'aime pas le mot, mais vous voyez un peu le concept. Puis, en fait, de faire des territoires des autochtones, des territoires fédérés. Donc, ils recevraient des rentrées d'argent qui seraient beaucoup plus convenables et aussi qui auraient une certaine souveraineté sur qu'est-ce qu'ils feraient sur leur territoire. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est donc bien beau. Merci. Je vais embarquer. Bon,
Bon, ton implication en politique aussi, elle est liée au mouvement Idle No More. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, d'où ça vient ce mouvement-là? Idle No More, on traduit par c'est fini l'inertie, c'est fini la paresse. Hein, c'est fini rien faire, ouais, on se lève et on y va. On peut traduire ça comme ça. Donc ça vient d'où ce mouvement-là? Ça a beaucoup pris forme en fait avec le gouvernement conservateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez à quel point le gouvernement Stephen Harper n'a pas été très clément avec les Autochtones, même que le gouvernement à l'époque a dépensé plus, dans son dernier mandat, Harper, les conservateurs ont dépensé plus d'argent à traîner les Autochtones en cours que de les aider. Ouais, les traîner en cours pour contester leurs demandes. Exactement. Donc, ça vous donne un peu l'idée du montant d'argent qu'ils ont dépensé avec les avocats, avec la cour. C'est de la perte de temps, puis c'est de la perte d'argent. Puis, c'est né beaucoup à partir de ça. Puis, on dirait que chaque communauté, chaque nation a comme embarqué à leur façon. C'est très différent les revendications d'une communauté à l'autre. Il y a eu des femmes autochtones assassinées, disparues, que ça aussi, ça a fait surface. Au moins pour une fois, on avait une voix. Puis les gens, puis vraiment tout le monde s'est levé. Moi, chez les Cris, il y a des gens il y a 7 marcheurs qui sont partis au Wapmakstu. Wapmakstu, c'est Poste-la-Baleine. Donc c'est la dernière communauté Cri au nord. Ils partagent le village avec les Inuits, en fait, tellement que c'est... en fait, ça s'appelle Kuujjuarapik, Poste-la-Baleine, Wapmakstu, puis Great Whale. Donc, ils sont partis de là en plein mois de janvier en raquette, puis ils ont marché en raquette de Wapmakstu jusqu'à Ottawa. Donc, plein d'événements ont pris forme comme ça. Vous avez probablement vu la chef d'Ottawa-Piscate aussi qui a fait de la grève de la faim devant le Parlement, parce qu'en plus, le gouvernement Harper refusait de rencontrer il a rencontré les gagnants d'occupation double pendant qu'il y a quelqu'un qui faisait une grève de la faim devant le Parlement. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Puis, quand les marcheurs, les 7 marcheurs de Wapmakstu, Joni Nishiyu, sont arrivés sur la colline parlementaire, Stephen Harper a décidé d'accueillir les pandas aux zoos de Toronto. Au lieu de les accueillir, on marchait 3 mois dans le froid hivernal en raquette et en habit traditionnel. Il est allé accueillir des pandas aux zoos de Toronto. Ça ne s'invente pas. Non, ça, en effet. Moi, je suis romancière, je mettrais ça dans un roman. Mon éditeur ferait non. C'est pas crédible. Mais, donc, tu parlais de Idle No More, donc c'est comme un grand réveil. On peut dire ça comme ça, à travers tout le Canada, mais aux États-Unis aussi, donc à toute l'Amérique du Nord. Un grand réveil des gens, des communautés autochtones qui disent, bon, ben là, ça va faire le niaisage, il est temps qu'on nous écoute. C'est pas... J'entendais quelqu'un l'autre fois dire c'est donc bien fun que vous donniez la voix, que vous donniez la parole aux Autochtones. On ne donne pas la parole aux Autochtones, il y en a une. Mais on peut commencer à les écouter enfin, par exemple. Mais donc là, ça va faire, ils vont nous écouter. Tu me dis qu'une des causes de la naissance de ce mouvement-là, c'est l'histoire des femmes autochtones disparues et assassinées. Juste pour résumer rapidement, depuis 1980 au Canada, il y a, qu'on sait, qu'on a décompté, près de 2000 femmes, 1200, 1800, 2000. Là, en ce moment, c'est ça, le chiffre a grimpé, étant donné qu'ils se sont vraiment penchés là-dessus. Puis là, le RCMP, la police fédérale, a comme pas le choix à un moment donné, on est rendu à combien, là? C'est ça, c'est à peu près 2000, ça monte. Ça monte. Puis, c'est juste sur le tronçon, vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle Saint-Colombie-Britannique, c'est l'autoroute 16. Puis il y a un tronçon d'à peu près, c'est une quarantaine de kilomètres, un petit peu plus. Il y a, en 20 ans, il y a 40 femmes autochtones qui se sont fait assassiner sur juste ce tronçon-là. C'est pour ça qu'ils l'appellent l'autoroute des larmes, Highway of Tears. Puis le CMP, ils ont rien fait, jusqu'à temps qu'une allochtone se fasse tuer sur ce même tronçon-là, parce que en fait, ils n'ont pas le choix de quitter la communauté pour aller dans les grands centres, acheter des choses. Il n'y a pas de système de navette. Donc, des fois, ces femmes-là qui n'ont pas nécessairement d'argent se doivent de faire du pouce sur le bord de l'autoroute. Ils se font tuer, ils se font retrouver morts dans des fossés. Ouais, puis souvent, avant d'être tués, on leur fait subir d'autres choses.
Ça donne, en fait, en statistique, si on prend le nombre de femmes autochtones au Canada versus le nombre de citoyennes canadiennes, la population de femmes autochtones est à peu près de 4% des femmes canadiennes. Quand on regarde la proportion de femmes canadiennes disparues ou assassinées, cette proportion monte à 30%. Donc, 30% des femmes disparues et assassinées au Canada sont des femmes autochtones. Qu'est-ce qui explique cet intérêt démesuré des meurtriers pour les femmes autochtones? C'est des femmes qui se retrouvent souvent dans des situations très vulnérables. On parle récemment, on a parlé beaucoup des femmes, des jeunes filles qui se font leurrer en dehors des centres jeunesse de Laval. Donc, puis là, la presse dit, la police de la Surprise Québec qui disait ça c'est le seul, Québec c'est la seule province qui exporte des femmes. Je dis non. Attendez, il y a des femmes à Thunder Bay qui se font vendre à bord de bateaux qui s'en vont aux États-Unis. Puis on oublie souvent de dire que les principales victimes en fait de la traite d'humains au Canada sont des femmes autochtones, sont des enfants autochtones même parfois. Puis c'est des femmes qui se retrouvent dans des situations très vulnérables, donc qui sont très pauvres, qui sont toxicomanes, qui sont alcooliques, qui n'ont pas le choix de vivre, donc qui vont accepter, qui vont être dans l'obligation de se prostituer souvent. Donc ça fait des femmes très faciles, parce qu'aux yeux de la société, une prostituée, ça ne vaut pas grand-chose. Et quand c'est une prostituée autochtone, c'est encore plus attirant. Je vais te poser une question choquante. Avec tout l'argent que le gouvernement donne aux Autochtones, comment ça se fait que les femmes... pourquoi tu dis qu'ils sont pauvres de même? Ils en ont plein d'argent. Parce qu'en fait, il y a plusieurs facteurs. Comme je disais tantôt, la richesse est mal distribuée. Puis, l'argent, on n'en donne pas dans les services sociaux. Et souvent, dans les communautés, n'ont pas de services sociaux accessibles. Doivent quitter les communautés, puis ces gens-là n'ont pas nécessairement le réflexe d'y aller, étant donné qu'ils ont peur de se faire juger, ou c'est juste trop loin, puis quand même ils vont se rendre, ils ont une famille, puis c'est extrêmement compliqué pour ces gens-là. Donc, souvent, ils n'ont pas tous des gros picots? Non. Ils n'ont pas tous des skidoo non plus, ils n'ont pas tous des questions, je connais la réponse. Mais comment ça se fait que quand on va chez Walmart, par exemple, ici à Alma, puis on voit des personnes arriver, des Autochtones, arriver avec des gros pick-up. Puis là, ils font des commissions là, pour 1000 $. Ils remplissent le pick-up. Et ça prend de l'argent de faire ça? C'est sûr qu'il y a des allocations de famille. C'est sûr qu'on ne sortira pas toujours de la communauté à chaque jour pour faire l'épicerie. Parce que des fois, c'est beaucoup de... Il y en a beaucoup à Val-d'Or qui partent des communautés cris, font faire 3 heures de route, vont aller à Val-d'Or acheter ce qu'ils ont besoin parce que, mettons, on va sur Wanipi, la ville la plus proche, c'est Chappé. À Chappé, je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a pas grand-chose là. À Chougamau non plus. C'est très limité, donc il faut qu'ils aillent à Val-d'Or. Donc, ils font un voyage au lieu d'en faire 10. Souvent, ils font des commissions pour toute la famille. Exactement. Aussi, hein? C'est des grosses familles quand même assez nombreuses. Souvent, ils sont plusieurs familles à se partager le gros pick-up. Exactement.